C'est parti. Voilà, alors si vous voulez dire deux, trois mots de vous, voilà, ce sera plus convivial. Puis après, j'irai de mon côté, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, je commence. Alors moi, je suis Stéphanie, je suis à l'UCP depuis quasiment le début, quoi. J'ai la chance de voir le lancement de l'UCP et puis, concernant tout ce qui est, sciences de l'éducation, j'ai fait un DUFA, dans lequel, j'ai rencontré Christian, qui était un de mes professeurs, voilà, et qui suivait, notre DUFA, diplôme universitaire de formateur d'adultes, en fait. Et après, j'ai poursuivi en master en sciences de l'éducation à Paris 13. Voilà. Voilà, en gros, pour les liens et pourquoi je suis là. Et donc, je continue à travailler avec l'UCP. Et donc, on a fait aussi un travail de groupe, parce que Joël, comme c'est la première fois que tu viens, on a fait un travail de groupe sur le théâtre. Et donc, on a réussi l'année dernière à rédiger sous l'impulsion et la forte, oui, le fort dynamisme de Christian, on a réussi à rédiger un livre collectif. Ah, il y a Florent qui arrive. Voilà. Et qui continue parce que là, il y a une partie de l'équipe, bon, moi je ne suis plus dans le projet, mais il y a une partie de l'équipe qui continue, voilà. Christian te montre le livre et qui continue puisqu'en fait ils sont en train de réaliser un Tu vois pas ce que podcast. c'est? Je ne vois pas écrit. Ouais, Il faut que je fasse magasin. Non, c'est pas là. C'est tout pour moi. D'accord. Moi, Joël Naïm, donc je suis amie de Françoise Gigleux et je suis artiste, je traduis et j'écris. Et je suis intervenue dans le DUFA quand Françoise y était, en tant qu'artiste. J'ai fait un projet avec les étudiants, j'ai fait un atelier avec les étudiants. Et voilà, donc je suis intéressée par le sujet de Pierre Hadot, parce que c'est quelqu'un que je connais peu, mais bon, voilà, que je suis intéressée par ces problématiques. Et voilà, et aussi par l'éducation populaire et la réflexion. Les récits de vie m'intéressent beaucoup. Enfin, voilà, merci de m'accueillir. Alors, bienvenue. Merci. Je sais pas, qui veut dire encore deux mots Moi, je veux bien, si tu veux. Jean-Luc Canu, j'étais un ami de René Barbier, et c'est par René que j'ai connu Christian. Hadot m'intéresse beaucoup, et paradoxalement, j'y suis venu par Albert Camus. C'est-à-dire que j'avais lu un essai d'un philosophe vietnamien, Pierre Nguyen Van Huy, intitulé La métaphysique du bonheur chez Albert Camus. Cette histoire s'inspirait d'un ouvrage de Georges Vallin, et Georges Vallin, entre autres philosophes, il en citait 5 ou 6, citait Plotin. Et c'est par Plotin que je suis venu à Hadot et à tout ce qu'il peut dire de la philosophie comme art de vivre. Donc je suis intéressé par cette soirée. Voilà. Merci Jean. Ah, voilà Florent. Bienvenue Florent. Bonsoir. Désolé de mon retard. En fait, c'est juste la 5e visioconférence de ce matin depuis 9h30. Entre le labo, les groupes de recherche, l'INSPE pour la préparation des oraux et démocratie juste avant que j'ai dû quitter pour venir nous rejoindre. Donc, Florent Pasquier, merci beaucoup pour ton invitation. Moi, en fait, je m'aperçois que Pierre Hadot, à part connaître le titre, les exercices spirituels, je ne connais pas plus que ça. Donc, du coup, j'étais super intéressé. Par contre, ça va être très chaotique. Je serai obligé de couper la caméra et le son. Je serai là autant que possible. Et je salue tous les présents et surtout Stéphanie. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas causé. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous tes mails. J'en suis désolé. Donc, mais c'est pas grave. profite. Et franchement, bravo parce que j'ai pu étudier, j'ai pu réécouter la dernière
séance que vous aviez faite. C'était super intéressant. Donc, merci génial. à toi et à Christian d'avoir pu faire vraiment cette séance. C'était vraiment très intéressant. Donc, voilà. Et je suis ravie de te voir en direct entre Ouais, guillemets. oui, 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 tout à fait. Et j'adresse mes salutations à Jean également, que on se connaît pas assez, Jean, mais on se croise souvent et un moment Oui, viendra où nous ferons des grandes choses ensemble, au travers de nos organisations respectives ou oui. de nos travaux, etc., etc. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Voilà, bon, et puis je sais pas si Jackson, tu as envie de dire quelque chose. Oh, bon, ben, moi, c'est Jackson. Je suis venu par l'intermédiaire de ma femme qui a fait le DUFA. Moi, je ne suis pas du tout un intellectuel. Je suis un menuisier poseur et comédien à l'occasion. Et puis, bon, je viens aux réunions une fois par mois parce que ça m'intéresse. Et c'est toujours intéressant de se cultiver, d'entendre des gens, des parcours de vie, voilà. C'est intéressant. Ouais. Ok, merci. Bon, bah, je vais commencer parce que là, c'est moi qui dois parler ce soir, hein, après la chanson populaire, après l'art de la rencontre, après la philosophie du son, après l'intervention de Florent le mois dernier sur l'éducation. Bon, bah, maintenant, c'est à moi de plancher en quelque sorte, hein. Et alors, pourquoi Pierre Hadot? Alors, Pierre Hadot, bon, ben, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou mal, bon, ben, c'est un philosophe du XXe siècle, hein, qui a beaucoup parlé de ce qu'il appelait les exercices spirituels, hein, auxquels je crois Florent a fait allusion très rapidement tout à l'heure. Et je vais essayer de vous en dire quelques mots. Alors, en prévenant d'abord que moi, je ne suis pas philosophe de formation. Hein, je ne suis pas philosophe de formation, je suis un philosophe, comment dire, autodidacte, amateur, dans le bon sens du terme, j'espère. Et j'ai pensé à Pierre Hadot depuis longtemps parce que c'est un des rares philosophes que j'ai réussi à lire et à comprendre. Voilà, alors, il y en a d'autres quand même, mais disons que lui, pour moi, tout ce qu'il me dit, c'est limpide. C'est limpide, et puis c'est dit dans un langage commun, très simple, et il écrit un peu de la même façon qu'il parle. Je ne sais pas, je vous ai envoyé deux liens vers des émissions de radio, si un jour vous avez envie d'écouter de deux longs entretiens sur France Culture de 50 minutes, où là, on est en direct avec Pierre Hadot sur la fin de sa vie, mais enfin, c'est Pierre Hadot, sans aucun doute. Et là, on voit bien la façon dont il s'exprime, ça n'a rien à voir avec le langage très empoulé de certains philosophes. On a vraiment l'impression d'être avec lui, puis une humilité, une grande humilité dans ce qu'il dit, façon toujours de rire un peu avant de prendre la parole, de répondre à une question, comme si finalement c'était pas très sérieux, quoi. Ce qu'il avait à dire, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup, cette attitude-là. Alors, et aujourd'hui, alors pourquoi Pierre Hadot aujourd'hui? Il y a d'autres raisons hein, de mon côté, mais c'est parce que aussi la dernière fois, pardon, on a évoqué très très rapidement avec Florent l'avis de Marx, de Karl Marx sur le fait qu'il faudrait éduquer correctement les éducateurs, hein, et donc avec la question subsidiaire, mais comment les éduquer, les éducateurs, et qui aussi éduquerait les éducateurs, hein, voilà. Et Krishnamurti dit un peu la même chose hein, selon Florent, et il a tout à fait raison. Et Krishnamurti, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien Krishnamurti, c'est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, entre autres, auprès de l'UNESCO, mais enfin, il a fait plein d'autres choses. Alors donc, je me suis dit, ce sera un bon point de départ de s'engager sur cette voie de qui pourrait éduquer les éducateurs. Et là, bizarrement, il m'a semblé que Hadot pouvait être utile parce qu'il me semble, et Florent pourra peut-être dire quelques mots là-dessus, que ce qui manquerait à beaucoup d'éducateurs et à moi-même
quand j'étais éducateur au premier chef, et à moi-même, c'est de pratiquer des exercices spirituels, et on se mettra d'accord sur le terme spirituel tout à l'heure, quotidiennement, hein, en tant qu'éducateur. Ce que j'aurais pu faire quand j'étais à la fac ou ailleurs, c'est me demander chaque matin, est-ce que ce que tu vas faire aujourd'hui avec les étudiants, c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment utile pour eux? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça, me le demander le matin. Et puis le soir, après le boulot, de retour chez moi, bah, prendre au moins 5 minutes, hein, au moins ou avant de m'endormir, je ne sais pas, dans un lieu adéquat, pas devant la télé, évidemment, voilà, pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fabriqué vraiment de bien aujourd'hui avec les étudiants, ou bien qu'est-ce que tu as fabriqué qui n'allait pas? Vous voyez, pour prendre ce temps, au moins, je crois que ça serait vraiment très utile. Et puis, enseigner aussi d'autres choses qu'on verra plus tard aux éducateurs, aux futurs éducateurs, pour qu'ils entrent vraiment dans le métier d'éducateur au sens profond du terme, quoi. Pas simplement transmettre du savoir, mais vraiment éduquer. Voilà. Alors donc, je ne suis pas de formation philosophique, mais je m'intéresse à la philosophie. Et je dois avouer que j'ai toujours eu des difficultés avec la philosophie, et cela depuis le secondaire, où je ne suis pas resté très longtemps. Mais la philosophie, j'avais toujours des tendances à me demander, mais à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert d'apprendre tel auteur, tel philosophe qui déploie telle idée, Kant, Hegel, machin, mais ça me sert à quoi quand je traverse la rue? Et ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi quand je cherche du boulot, vous voyez, ou quelque chose comme ça, ou que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ça me sert à quoi? Quand j'éprouve de la souffrance, à quoi ça me sert tel concept, voilà. Et je me demandais vraiment parfois si ça me servait davantage que les mathématiques. Vous voyez, la mathématique, quand il fallait entrer dans des équations de je ne sais quel degré, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je me demande un peu à quoi ça me sert au quotidien d'avoir tenté d'apprendre la résolution d'équations du premier, deuxième degré. Ça me sert quand? Tous les jours, quoi. Mais je pourrais aussi parler de certaines règles de grammaire assez discutables à mes yeux. Et à quoi ça me sert de savoir exactement accorder le participe passé avec avoir, etc. Bon, finalement, on comprend très bien la phrase quand même. Hein, donc voilà. Et je me disais que finalement, la philo, ça ne servait pas à plus que ça. Quelque chose d'un peu ennuyeux. Hein. Vous voyez, de côté de l'abstraction très poussée, comme on le trouve en mathématiques, par exemple, à quoi ça sert? Et quand j'essayais plus tard de lire un peu des choses comme parfois Gilles Deleuze, pour parler des philosophes beaucoup plus contemporains, hein, postmodernes, quand j'essayais de lire Deleuze ou Jacques Derrida ou Jacques Lacan, même si ce n'est pas à proprement parler un philosophe, mais aussi Heidegger, des gens comme ça, vous voyez, et où il fallait que je relise 10 fois la même phrase et qu'au bout de 10 fois, j'avais toujours pas compris ce qui se disait dans la phrase. Vous voyez, j'avais vraiment l'impression d'être l'idiot de service, quoi, qui avait vraiment rien affiché là-dedans. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, par exemple, de choses qui me déconcertaient et qui me déconcertent toujours aujourd'hui. C'est un petit livre, vous voyez, sur l'existentialisme, un petit livre de, que sais-je, hein, de Paul Foulquier, qui cite simplement une phrase de Sartre, de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Et c'est ce genre de phrase, moi, qui me laissait extrêmement perplexe, mais qui d'ailleurs laisse l'auteur là perplexe aussi. Hein. Alors je vous la lis, c'est tiré de L'être et le néant. Alors écoutez bien. Ainsi, le pour soi, en tant qu'il n'est pas soi, est une présence à soi qui manque d'une certaine présence à soi. Et c'est en tant que manque de cette présence qu'il est présence à soi. Je vous la refais si vous voulez. Voilà. Ainsi, le pour soi, en tant qu'il n'est pas soi, est une présence à soi qui manque d'une certaine présence à soi. Et c'est en tant que manque de cette présence qu'il est présence à soi. Voilà. Et là, Paul Fouquier dit lesquels parfois le philosophe se complaît après plusieurs, et on reste aussi dubitatif après plusieurs lectures qui laissent encore l'impression d'une logographie indéchiffrable. Et moi, j'avoue que quand je lis certains philosophes,
postmoderne, contemporain, j'en suis là, quoi. J'ai beau relire, je ne comprends pas. Or, avec Hadot, comme je l'ai dit tout à l'heure, la même chose avec Carl Rogers, par exemple, sur le plan de la psychologie, même chose avec Krishnamurti, d'ailleurs, sur un plan, là aussi, philosophique. J'ai l'impression de comprendre tout de suite, d'être plus malin, d'être plus intelligent tout de suite, vraiment en direct avec ce qu'ils veulent dire. Et je me suis souvent demandé, mais comment ça se fait, ça? Comment ça se fait qu'il y a des philosophes qui peuvent finalement, pour dire la même chose, prennent des détours absolument très, 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 très complexes. Donc, cette clarté d'expression, pour moi, elle est vraiment, vraiment très importante. Ce qui est important pour moi aussi avec Hadot, on le verra un peu plus loin, c'est qu'il remet en scène une philosophie antique, qui, à un moment de l'histoire, se tient entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire cette période où en Grèce, tout au moins, on se dégage des dieux multiples qu'il y avait, vous savez, tout le panthéon grec avec les petits dieux, les grands dieux, etc. Et puis, en cette période-là, donc, où on apprend à se passer de ces dieux-là, à plus leur donner l'importance qu'ils pouvaient avoir avant, et puis avant l'arrivée du Dieu unique de la chrétienté. Ouais, vous voyez, on est dans une période là de quelques siècles où s'invente d'ailleurs la démocratie à Athènes, et là ça renvoie aux travaux de Castoriadis sur la démocratie athénienne, où il se passe véritablement quelque chose dans les esprits des philosophes de l'époque. Et c'est là que vont trouver place tous les philosophes que réétudie Pierre Hadot, c'est-à-dire les stoïciens, les pythagoriciens, etc., les épicuriens, les cyniques, voilà, qui eux fondent cette philosophie antique que l'on va voir rapidement. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Pierre Hadot, quand il travaille la philosophie antique et surtout les exercices spirituels, se réfère à George Friedman. George Friedman, qui c'est? Il est décédé aujourd'hui, ça a été un sociologue et un philosophe très important dans les années 50, même avant, à partir des années 30, et ça a été l'un des professeurs, par exemple, d'Edgar Morin, qui a vraiment contribué à la formation de la pensée d'Edgar Morin. Et lui, il écrivait, et ça m'intéresse vraiment beaucoup, qu'il nous faudrait au moins chaque jour, voilà ce qu'il disait, George Friedman, prendre son vol chaque jour, au moins un moment qui peut être bref, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour, un exercice spirituel, seul ou en compagnie d'un homme qui, lui aussi, veut s'améliorer. Et alors un peu plus loin, il y a une autre phrase que j'aime bien. Cet effort sur soi est nécessaire. Cette ambition est juste. Et alors là, nombreux sont ceux qui s'absorbent entièrement dans la politique militante, la préparation de la révolution sociale. Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes. Alors, Pierre Hadot met cette citation de George Friedman en ouverture des exercices spirituels, je crois, son livre, on reviendra dessus. Et ça, je trouve que c'est très important parce que souvent, on a dit que Pierre Hadot, avec les exercices spirituels, son retour sur la philosophie antique, finalement, était un philosophe extrêmement dégagé du social et dégagé de la politique. Et d'ailleurs, effectivement, Pierre Hadot, ce n'est pas quelqu'un qu'on aura vu en 68 prôner la Révolution, ce n'est pas quelqu'un qu'on aura vu s'engager fréquemment dans tous les grands débats du moment, comme a pu le faire Karl Marx, évidemment, comme a pu le faire Jean-Paul Sartre, comme a pu le faire Michel Onfray, plus récemment, plus près de nous, et comme le fait tout le temps un philosophe comme Bernard-Henri Lévy, par exemple. Pierre Hadot, ce n'est pas ça. Pierre Hadot, il n'est pas là-dedans, il est dans autre chose, et c'est un angle d'attaque que l'on peut avoir contre lui, de dire oui, mais monsieur Hadot, vos exercices spirituels, s'améliorer soi-même, etc., c'est bien joli, mais le social et le politique, vous en faites quoi? Pour moi, cette citation qu'il fait de George Friedman est très importante parce que ça renvoie directement au vieux débat qu'on avait au XIXe siècle, quand on cherchait, pour faire la révolution, changer le social, changer la politique, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut d'abord appliquer un système tout fait, le communisme par exemple, le socialisme, ou bien faut-il d'abord changer les hommes avant qu'ils produisent ce système finalement, vous voyez? Alors il y avait les tenants de privilégier le système, puis il y avait les tenants d'essayer de changer l'homme avant, quoi, en quelque sorte. Bon, et avec Pierre, moi, ma position personnelle, c'est qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, quoi. Si on produit un système clé en main, qu'il soit ultralibéral, qu'il soit communiste, et que les hommes à l'intérieur, les hommes, terme générique, hein, je veux dire les humains, hein, bien entendu, euh, gardent le même type de fonctionnement qu'ils ont ailleurs, on va sans cesse reproduire la même chose, hein. On l'a bien vu avec le communisme d'ailleurs, hein, qui n'a pas été un succès foudroyant partout. On l'a vu même avec un système qu'on voulait, par lequel on voulait régénérer d'une façon profondément néfaste et ultra tragique. Le nazisme, par exemple, prenait aussi un homme nouveau, hein, qui devait arriver, mais hélas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le système nazi n'était pas vraiment fait d'hommes humains nouveaux, ou alors pas dans le bon sens. Et donc, pour moi, ado, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un qui est éminemment politique. Oui, bonsoir. C'est pour une commande à apporter, s'il vous plaît. Enfin, Alors, on voudrait des sticks de mozzarella, s'il vous plaît. ah non, là, je crois qu'il y a, il y a une interférence. Et puis une pizza fromage. Bon, Et il y a quelqu'un qui a une commande là, oui. Tu peux pas couper le micro. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc par exemple, que le fait que Pierre Hadot, on le verra aussi dans sa bibliographie, se soit beaucoup intéressé à un empereur philosophe, Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'empereur romain, était stoïcien. Donc appliquait la doctrine des stoïques, et chaque jour, il faisait des exercices spirituels. Et on reconnaît volontiers Marc Aurèle aujourd'hui comme ayant été l'empereur durant lequel, sous le règne duquel, l'Empire n'a jamais été aussi prospère et aussi pacifié. Alors évidemment, il y avait quand même des conflits ici et là, parce que l'Empire romain à l'époque était un monstre menacé de toutes parts. Mais le travail de Pierre Hadot sur Marc Aurèle, où il reprend toutes les pensées de Marc Aurèle, les pensées qu'il écrivait, ça s'appelle la citadelle intérieure. Il montre comment un empereur, donc quelqu'un qui est aux plus hautes responsabilités politiques, on peut pas être plus haut que l'empereur de l'Empire romain à cette époque-là, quoi, eh bien, est capable quand même, dans sa vie politique de chaque jour, de pratiquer l'exercice spirituel pour essayer de s'améliorer. Alors, si un empereur est capable de le faire, à l'inverse, pourquoi un militant d'aujourd'hui ne serait pas capable de le faire, vous voyez, surtout avec 2000 ans d'écart. Et pourquoi un président de la République, chez nous, ne serait pas capable aussi, dans des périodes difficiles, de faire des exercices spirituels pour tenter d'améliorer son geste de pouvoir. Alors, un mot sur les exercices spirituels, avant d'en arriver à un petit peu de biographie de Pierre Hadot. Alors, Pierre Hadot, dans plusieurs ouvrages, dit qu'il a choisi exercice spirituel, la terminologie exercice spirituel, bien parce que déjà George Friedman l'avait utilisé avant lui, et George Friedman était non suspect de religiosité, hein, vraiment non suspect de ça, et qu'il avait hésité avec d'autres termes. Il avait pensé par exemple aux exercices de pensée, exercice de l'âme, exercice psychique, exercice moral au singulier, ou exercice éthique. Et en fait, aucune de ces terminologies ne l'avait vraiment séduit. Alors, un peu en désespoir de cause, il a choisi exercice spirituel. Même s'il reconnaît de nombreux endroits que le choix n'est peut-être pas très heureux, quoi. Mais enfin bon, c'est le choix qu'il avait fait. Et dans la préface du livre, je vais vous les montrer, c'est mieux quand même. Dans la préface du livre Exercice spirituel, donc, on va être amené à en reparler, le préfacier, qui connaît très bien Pierre Hadot,
qui est un professeur à l'université de Chicago, dit qu'en fait, ado choisit spirituel, mais en fait, c'est exactement synonyme d'existentiel. Parce que les exercices spirituels, c'est ce qui touche vraiment à l'existence, c'est ce qui touche à notre existence de chaque jour, c'est ce qui touche à nos peines, à nos souffrances, à nos joies, à la crainte de la mort, à la crainte de l'épidémie, enfin, je ne sais quoi. Vous voyez, ce qui touche vraiment. Alors donc, et pour Davidson, et moi je suis plutôt de son avis, s'il faut donner un avis, j'aurais plutôt tendance à privilégier exercice existentiel. Hein. D'autant plus qu'étant proche personnellement de l'auto-formation existentielle, vous voyez, il y a quelque chose qui tendrait vers ça. Bon, mais pour respecter la pensée d'Ado, je continuerai de dire l'exercice existentiel. Alors, petit repère sur la biographie de Pierre Hadot, pour nous le situer un peu dans le temps. Alors, il naît en 1922, je lis un peu quelques notes, et il décède en 2010. Bon, donc c'est un philosophe spécialiste de la Grèce ancienne. Il est aussi philologue, ce qui lui permet de travailler directement sur les textes dans leur langue d'origine, hein, en latin ou en grec ancien. Hein, il va directement aux sources, quoi. Voilà. Il naît dans une famille catholique pratiquante en 1922, donc. Il fait des études de philosophie et de théologie. Et il est même ordonné prêtre en 1944. On a beaucoup de personnalités dans ces temps-là, où le christianisme est encore très, très implanté en France, hein, le catholicisme. On a beaucoup d'intellectuels qui sont un peu faits comme ça. Henri Desroches, par exemple, au Collège coopératif, pour ceux qui connaissent Henri Desroches, est aussi passé par ce type de formation, vous voyez. Donc, par contre, dès qu'il est né prêtre, en 1900, prêtre, je dis, je sais pas si c'est un lapsus, faudrait voir. Dès qu'il est ordonné prêtre, bon, il est très vite déçu par ce qu'il rencontre dans l'Église, qu'il connaît de mieux en mieux. Et avec l'encyclique Humani Generis, en 1950, bah, il en est tellement déçu qu'il quitte l'Église. Il quitte la prêtrise et il se marie. Il se marie, mais très très vite, il divorce. Donc, il revient un peu chez le commun des mortels de ce côté-là. Il devient dans les années 50-60 chargé de recherche au CNRS. Et c'est là qu'il rencontre l'historien Jean-Pierre Vernant et aussi l'anthropologue Louis Dumont, qui vont beaucoup influencer sa formation. Très très vite, ensuite, il devient directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et puis en 82, il va être élu au Collège de France sur une initiative de Michel Foucault. Et il va y enseigner de 1990 jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Alors on va voir qu'il y a des rapports avec Michel Foucault un peu particuliers. Alors c'est un spécialiste du stoïcisme, c'est un spécialiste de Plotin aussi, hein, philosophe romain un peu plus tardif, vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, spécialiste de Marc Aurèle également. Et il prône l'idée que la philosophie, c'est avant tout une manière de vivre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la philosophie pour faire de la philosophie, on fait de la philosophie pour mieux vivre au quotidien. Selon sa lecture de la philosophie, les philosophes de l'Antiquité ne cherchent pas à développer des discours spéculatifs, abstraits, comme ça peut être le cas dans la philosophie moderne. Au contraire, la philosophie antique est avant tout une pratique de l'existence, un exercice spirituel, donc au quotidien, et une manière de vivre et une manière de mourir. En cela, la philosophie antique donne des réponses aux questions des disciples. Le philosophe antique, c'est avant tout quelqu'un qui opère dans une école, c'est-à-dire le gymnase pour Platon, d'autres lieux, le jardin pour Épicure, et autour d'eux, ils ont un certain nombre de disciples. Et le rôle essentiel du philosophe, c'est de répondre à des questions de ses disciples. Mais souvent, ce sont des questions qui renvoient au vécu du quotidien. Hein.
Ce qui explique que finalement, on peut avoir dans les discours de philosophes parfois des contradictions. Ça vient du fait que le philosophe de l'Antiquité, tel que le perçoit Hadot, ne construit pas un système, comme Hegel ou Kant construiront des systèmes tout faits. Ça veut dire qu'il répond au coup par coup à des questionnements dont on ne sait pas ce qu'ils vont être une minute avant que le disciple pose la question. Vous voyez ? Alors, les penseurs aujourd'hui qui sont vraiment redevables de Pierre Hadot, eh bien, il y a Michel Foucault, déjà, Michel Foucault. Surtout le Michel Foucault de la fin de sa vie. Vous savez, il y a une période du travail de Michel Foucault qui est beaucoup influencée par, on reconnaît surtout de lui le travail sur le biopouvoir, par exemple, comment le pouvoir via les grandes institutions hospitalières, de surveillance, les prisons, d'autres choses aussi, bien sûr, comment ce biopouvoir finalement façonne la société. Et puis, il y a le Foucault de la fin de sa vie, finalement, de Foucault, où on le sent être très, très influencé par Pierre Hadot. Et la dernière partie de sa carrière, le souci de soi, par exemple, chez Foucault, ou l'herméneutique du sujet, l'interprétation du sujet, donc, en quelque sorte, eh bien ça vient c'est très, très proche de Pierre Hadot. Très, très proche de Pierre Hadot. Ensuite, on aurait donc des gens comme André Comte-Sponville, qu'on a déjà cité une fois, qui est très très influencé par Pierre Hadot, notamment dans son livre L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. On aurait aussi Michel Onfray, qui a été pendant un temps un grand admirateur de Pierre Hadot, avec son livre Les sagesses antiques. Rémi Brague aussi, Rémi Brague, avec Les sagesses du monde, et même Luc Ferry, surtout dans son livre Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Donc, il y a une suite un peu à Pierre Hadot dans la philosophie d'aujourd'hui, même si Pierre Hadot n'est pas mort depuis si longtemps que ça, 2010, mais ça continue de vivre. Alors, je vois le temps qui passe. Pour en arriver plus directement aux exercices spirituels. Alors, je vais donner quelques détails. L'expression exercice spirituel au singulier, au pluriel, pardon, on la retrouve chez Ignace de Loyola. Donc, ça nous ramène au 15e siècle. C'est le fondateur de la Compagnie de Jésus, 15e, 16e siècle. Il est à cheval sur les 2 siècles. Mais là, l'exercice spirituel, pour Ignace de Loyola, c'est pris dans un sens pas du tout laïque, mais c'est pris dans un sens purement chrétien. Vous voyez, c'est là que l'on va s'interroger sur des choses comme sur la transsubstantiation du corps du Christ, vous voyez, par rapport au pain, des choses comme ça. On n'est pas exactement dans la tradition d'exercice spirituel de l'Antiquité. Le sens philosophique d'exercice spirituel pour Hadot, c'est profondément quelque chose de non religieux. Il s'agit pour lui d'une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. Pour lui, les pratiques stoïciennes de préparation aux difficultés de la vie, que sont la maladie, la pauvreté, l'exil, à l'époque, on était assez facilement exilé d'Athènes, la pauvreté, sont des exercices spirituels. Un exemple d'exercice est de se préparer par la pensée à l'éventualité des difficultés de la vie, c'est-à-dire à anticiper mentalement ces difficultés, de façon à être prise moins au dépourvu quand elles vont nous arriver. Et elles ne manqueront pas de nous arriver. Alors, Pierre Hadot cite les épicuriens et les pythagoriciens et leur pratique de l'examen de conscience, par exemple, l'aveu des fautes, la méditation et la limitation des désirs. Pour lui, les exercices spirituels constituent la philosophie elle-même et ne sont pas de simples ajouts au discours abstrait. Ils sont une activité, ces exercices spirituels. Ce n'est pas quelque chose dont on parle et dont on ne tient pas compte. Ce sont vraiment une activité rationnelle ou imaginative qui vise à modifier en soi
et chez les autres, la manière de vivre et de voir le monde. La manière de vivre et de voir le monde. Il varie donc, ces exercices spirituels, ils varient pour ados. Ils varient chez les stoïciens, les épicuriens, les pythagoriciens, mais ils ont un peu une même racine que de s'interroger sur le quotidien de l'existence. Il s'agit pour ados, via les exercices, de tenir en quelque sorte debout d'une chaîne. On a l'expérience de la liberté, mais aussi l'expérience du destin. Et entre les deux, il nous reste à sculpter notre propre statut entre, donc, ces deux pôles. D'un côté, notre liberté d'agir, notre liberté d'action, et là, on peut des choses, et puis de l'autre, le destin, contre lequel on ne peut rien. Vous voyez, c'est aussi ce qu'on verra un peu plus tard, l'indifférence à l'indifférence. C'est-à-dire, il y a pas mal de doctrines de l'Antiquité qui disent qu'il faut se préoccuper des choses pour lesquelles on peut quelque chose. Vous voyez, il faut s'en préoccuper. Mais se préoccuper profondément jusqu'à empoisonner notre vie de choses pour lesquelles nous n'aurons jamais de prise, sur lesquelles nous n'aurons jamais de prise, mieux vaut l'indifférence, en quelque sorte. Alors, ce sont souvent des exercices de prévention des maux, donc. Pensez à tout ce qui peut arriver pour s'y préparer. Alors, plus tard, ces exercices seront repris dans la tradition chrétienne au service de la nouvelle religion. L'examen de conscience, effectivement, ce sera repris par la tradition chrétienne, mais cette fois mis au service de la chrétienté. Foucault pense, contrairement à Hadot, Michel Foucault pense que tout s'arrête, ce mouvement de la philosophie antique, que tout s'arrête avec Descartes, au XVIe siècle. Descartes, avec le cartésianisme, ce serait un coup d'arrêt qui serait mis à cette philosophie telle que Hadot la pense. C'est-à-dire ce moment où la philosophie devient commentaire de commentaire. C'est le moment où on va reprendre des textes d'Aristote, par exemple, ou de Platon, et on va les commenter. Et le commentateur sera à son tour commenté par un autre commentateur, etc. C'est de la glose infinie. Et pour Foucault, tout ça, ça commence avec Descartes, au XVIe siècle. Hadot n'est pas d'accord avec ça. Il pense que ça commence, en fait, avec le début de la vie chrétienne. Avec le début de la vie chrétienne, parce qu'à ce moment-là, on va penser le monde directement par du commentaire, qui deviendront la théologie. Et d'ailleurs, la spiritualité, pour les chrétiens, fait partie de la théologie. Et c'est ce qui mène à la vie mystique. Vous voyez, on n'est plus dans le même cadre avec le mot spirituel que dans la philosophie antique. Il y a un glissement de sens qui se fait. Alors, pour ne pas être trop long, quelques exercices spirituels qu'on trouve chez les stoïciens, par exemple. Ce sera l'attention, prêter l'attention à. Ce sera la méditation. Ce sera se souvenir de ce qui est bien. Alors, on a aussi des exercices un peu plus intello, un peu plus intellectuels. Les lectures, on va y revenir. L'audition, la recherche, l'examen approfondi. Et puis, il y a aussi des exercices plus actifs, la maîtrise de soi, l'accomplissement des devoirs, l'indifférence aux choses indifférentes. Ouais, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Et puis, il y a le connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même. Alors, Hadot montre que dans le connais-toi toi-même, il y a une confusion que nous faisons tous allègrement sans nous en rendre compte. Le connais-toi toi-même, vous voyez, c'était cette phrase qu'il y avait sur le fronton du temple d'Apollon, à Delphes, connais-toi toi-même. Ce n'est pas Socrate qui en est l'inventeur, Socrate le reprend, mais il n'en est pas l'inventeur, ce connais-toi toi-même. Et pour nous, connais-toi toi-même, ça veut dire très très souvent, découvre-toi tel que tu es, et aussi aie le souci de toi-même. D'où certainement le titre d'un des derniers livres de Michel Foucault, Le souci de soi. Donc, c'est connais-toi toi-même, deviens, découvre-toi tel que tu es, ton identité, on dirait aujourd'hui dans une période friande d'identité, et aie donc le souci de toi-même. Et Hadot dit pas du tout, connais-toi toi-même, ça ne veut pas dire ça, ça a un autre sens, ça veut dire en fait,
connais tes limites. Connais bien tes limites. Ce que tu parviens ou pas à maîtriser. Et prends conscience de tes faiblesses. Il ne s'agit pas de chercher son identité. Il s'agit vraiment de découvrir ses propres faiblesses, de découvrir ses propres limites, ce qu'on ne parvient pas à maîtriser réellement. Alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de vous donner un peu plus dans le détail, commenté par ado, mais très très vite, un certain nombre d'exercices spirituels qu'il commente très très vite dans un petit livre posthume qui s'appelle La philosophie comme éducation des adultes, où il montre donc, et ça nous fait revenir à notre point de départ, combien la philosophie, avec le regard qu'il porte, lui, sur la philosophie, peut être importante pour l'éducateur, et même pour une personne en situation d'auto-éducation. Alors, j'ai pris un certain nombre d'exercices spirituels que je vais vous dire. Il y en aurait d'autres, mais on va se contenter de ceci. Et j'y viens, voilà. Alors, premier exercice spirituel, commenté, mais de quelques mots par Pierre Hadot. Il y aurait d'abord, premièrement, tout d'abord, chez les stoïciens, l'attention à soi-même. C'est-à-dire une surveillance continuelle pour être prêt à chaque instant à agir et à penser conformément à son choix de vie. Ça peut valoir pour tout éducateur au fond, mais pour nous-mêmes au quotidien, mais aussi pour l'empereur Marc Aurèle. Hein, je peux répéter, surveillance continuelle pour être prêt à chaque instant à agir et à penser conformément à son choix de vie. Deuxième exercice spirituel, lié au premier, la concentration sur le moment présent. Concentration sur le moment présent. Marc Aurèle, par exemple, conseille à ne vivre que la vie qu'on vit, c'est-à-dire le présent, sans s'inquiéter du passé et du futur. Pourquoi? Parce que le passé, on ne peut plus rien au passé. Le passé est passé. Le futur, on ignore absolument ce que c'est. Hein, on ignore absolument ce que c'est. Donc, il faut se préoccuper avant tout et se concentrer sur le moment présent. Et ça, là aussi, pour le politique comme pour l'éducateur, on voit l'intérêt que ça peut avoir. Il y a également, troisième exercice, la pensée de la mort. La pensée de la mort. Et on le retrouve aussi bien dans l'exercice spirituel chez les stoïciens que chez les épicuriens. La pensée de la mort, c'est-à-dire vivre comme si l'instant ou le jour qu'on vit était le dernier de sa vie. Vivre l'instant qu'on vit et le jour que l'on vit comme si c'était le dernier de sa vie. Donc, la pensée de la mort. Il y a aussi, quatrième, je les ai notés, quatrième, l'examen de conscience pratiqué le soir et le matin. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Hein, si on prenait le temps dans nos vies de chaque jour, de se dire absolument aujourd'hui, je dois faire ça. C'est-à-dire non pas prendre le métro à telle heure, arriver au boulot à l'heure, remplir les 3 fichiers que je dois remplir, mais plutôt l'attention que je vais porter à mon collègue de travail, l'attention que je vais porter au type qui fait la manche, et qui a froid dehors, par exemple, vous voyez, etc., ce type de petites choses. Et se dire le soir, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce que j'avais résolu de faire ce matin? C'est ça l'examen de conscience, l'exercice spirituel. Il y aurait un 5e exercice que j'ai choisi, c'est redresser les jugements que l'on porte sur les événements. Alors c'est d'autant plus nécessaire que, par exemple, les stoïciens considèrent les passions comme des erreurs. Les passions comme des erreurs de jugement. Ce qui te trouble, dit Épictète, ce ne sont pas les choses. Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais ce sont tes jugements sur les choses, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il faut donc, en face d'une chose qui nous trouble,
par exemple, qui provoque notre colère ou qui au contraire nous séduit, s'obliger à prendre le temps de la réflexion, puis réfléchir sur ce qu'elle est, la définir et se demander surtout si elle dépend de nous ou pas. Ça, c'est le 5e exercice que je t'ai dit que ça pouvait être intéressant. Un 6e exercice, il y en a 8, on arrive au bout. 6e exercice, les exercices de l'imagination. C'est-à-dire, pour ados, s'habituer à la pensée de la mort en revoyant par la pensée tous les gens que nous avons connus ou tous les gens célèbres qui sont morts. Ou encore, s'imaginer que l'on voit d'en haut la Terre, comme un point dans le cosmos, avec les hommes comme des fourmis qui se font la guerre et prendre ainsi conscience de la vanité des choses humaines. C'est aussi ce qu'on appelle plus prosaïquement le point de vue de Sirius. Vous savez, le point de vue de Sirius, qui est Sirius, l'étoile, où on se dit, bon, ben, quand on est submergé par les ennuis, submergé par mille et une choses, prendre le point de vue de Sirius, c'est-à-dire voir la Terre comme si c'était un petit point de rien du tout, et nous, une poussière sur ce petit point de rien du tout. Et nos soucis vis-à-vis du cosmos se relativisent en quelque sorte. Donc ça, c'était l'exercice de l'imagination. 7e exercice, les exercices de la volonté, qui consistent essentiellement à créer une habitude en s'exerçant progressivement, en commençant par de petites choses. Petites choses, c'est-à-dire quand on veut entreprendre quelque chose, ne pas y aller par petites doses, hein, y aller pas à pas, de façon à ne pas se décourager d'emblée parce que le mur est trop haut et qu'on n'arrivera pas à le franchir d'un seul coup. Si on essaie de le franchir d'un seul coup, il y a de fortes chances pour qu'on n'arrive pas à passer le mur et que notre volonté s'y brise les dents en quelque sorte. Alors que si on le fait très progressivement, bah, la volonté va s'exercer peu à peu. Dernier exercice que j'ai, mais il y en aurait d'autres, mais on va s'en contenter, s'arrêter là, c'est celui de la lecture. Alors on n'y pense pas à l'exercice spirituel de la lecture. Alors il dit l'idée de lecture comme exercice spirituel, parce qu'au moins, même dans le contexte universitaire, on peut lire des textes en tant que texte d'information ou en tant que texte de formation. Des textes d'information ou des textes de formation. Je souhaiterais donc citer plusieurs textes et notamment la fin de l'essai Exercice spirituel où vous dites « Nous passons, c'est Ado qui parle, nous passons notre vie à lire, mais nous ne savons plus lire. C'est-à-dire nous arrêter, nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches de subtilité ou d'originalité, méditer calmement, ruminer, laisser les textes nous parler. C'est un exercice spirituel et un des plus difficiles. Les gens, disait Goethe, ne savent pas ce que cela coûte de temps et d'efforts pour apprendre à lire. Il m'a fallu 80 ans pour cela. Et je ne suis même pas capable de dire si j'ai réussi. Il dit aussi, Pierre Hadot, et j'en finirai là avec l'exercice spirituel, toujours à propos de l'exercice de la lecture, le sens général du livre, sa finalité, certaines de ses affirmations, sont pour nous très difficiles à saisir. D'ailleurs, cela n'est pas propre à Marc Aurèle. Pour toutes sortes de raisons, dont l'éloignement chronologique n'est pas la plus importante, notre compréhension des œuvres antiques est de plus en plus obscurcie. Pour y retrouver accès, il nous faudra pratiquer une sorte d'exercice spirituel, d'ascèse intellectuelle, afin de nous libérer d'un certain nombre de préjugés et de redécouvrir ce que pour nous est presque une autre manière de penser. Ça aussi, c'est un trait chez Hadot qui est très très important. Il pense que vraiment pour bien lire un texte, quel qu'il soit, et à plus forte raison des textes de l'Antiquité, il faut
il faut devenir presque imprégné de la culture de l'époque pour ne pas faire de contresens. C'est ainsi qu'il reproche à Foucault, par exemple, de faire un contresens lorsque Foucault parle de faire de sa vie une œuvre d'art. Il reprend d'ailleurs, Foucault, l'image non pas à Schopenhauer, mais à qui déjà. Bon, bref, l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art, c'est pas du tout ça, selon Hadot, la philosophie antique. C'est pas du tout ça. Parce que l'œuvre d'art, ça renvoie à de l'esthétique. Ça renvoie à un certain dandisme, voyez, dont était porteur Michel Foucault, aux yeux d'Hadot. Au contraire, la philosophie antique revient à faire de sa vie une bonne vie. Non pas une vie artistique, mais une bonne vie, au sens de l'homme de bien. Vous voyez, ça n'a pas exactement le même sens, donc même que chez Nietzsche. Voilà, c'est lui le philosophe. Et oublier Nietzsche, il faut le faire quand même. Et donc, voilà, là, il y a un désaccord avec Foucault, quoi. Alors, pour terminer, parce que là, j'ai parlé très longtemps, pour en terminer, moi, je pense qu'on pourrait multiplier les exercices spirituels, on pourrait en citer d'autres, mais là, on a déjà une petite idée avec lui. Et on pourrait se demander ce que serait notre vie si on essayait d'en appliquer chaque jour quelques-uns. Ce qui ne nous demanderait pas une énergie folle, d'ailleurs. Hein, si on arrivait le matin, avant de partir de chez soi, à se dire, bon, j'ai ça au programme, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai profondément envie d'en faire? D'autre que gagner mon salaire, ce qui est très important par ailleurs, hein, bien sûr, et de vaquer à mes occupations les plus communes qui m'accaparent totalement. Et le soir, donc, faire le point le soir et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ce que je voulais en faire ce matin? J'en ai fait un dixième, j'en ai rien fait, j'ai tout saboté. Et qu'est-ce que je peux faire pour que demain, je ne reparte pas dans la même spirale, finalement, de manquement à moi-même? Vous voyez, pour l'exercice de la lecture, moi, c'est vrai, je me fais je me dis souvent quand je lis, vous voyez, je lis et je surligne quelque chose. On fait tous ça, ou on met un petit crayon se disant, ah oui, cette phrase-là, il faudra que j'y repense, il faudra. Mais en fait, on n'y repense jamais. C'est très, très rare. Alors que si on prenait vraiment le temps de lire, comme le dit, ça voudrait dire parfois sur une phrase, s'arrêter 2 heures sur une phrase et y méditer, un autre exercice spirituel, y méditer, faire jouer son imagination par rapport à ça, et ce serait une auto-éducation continue absolument extraordinaire, quoi. Et alors, bon, ça, ce sont des exercices spirituels qui remontent à l'Antiquité, mais il ne serait pas interdit, selon Pierre Hadot, d'en inventer d'autres aujourd'hui. C'est pas parce que les philosophes, les stoïciens, les épicuriens, les je ne sais qui en ont parlé qu'on n'est pas en droit, nous, femmes et hommes du 21e siècle, d'inventer des exercices spirituels sans renier les autres, mais d'inventer aussi des exercices spirituels qui seraient vraiment les nôtres, vraiment inscrits dans notre temps, hein, dans ce que l'on vit. Et puis, bon, ben, pour terminer là-dessus, me dire effectivement que la philosophie comme éducation des adultes, qui était le titre d'un article d'Ado, publié à nouveau donc dans cet ouvrage posthume. Ben oui, pour l'éducateur, vraiment, je crois que s'il y a une personne qui a besoin d'exercices spirituels, c'est bien l'éducateur, quoi. C'est bien l'éducateur et certaines autres professions qui sont très, très en rapport direct avec l'humain. Je pense aux médecins, par exemple. Voilà, à fréquenter des médecins actuellement, je me dis qu'il y en a vraiment certains qui auraient bien besoin de pratiquer de l'exercice spirituel, ça ne leur ferait pas de mal. Et puis d'autres, en général, tous ceux qui sont aux prises avec très, très directement avec de l'humain. Et donc, pour terminer, j'en termine là, avec le politique donc et les personnels du politique. Mais ça va de l'empereur au président de la République jusqu'au citoyen lui-même, en passant par le militant, par les militants qui s'engagent vraiment politiquement. Parfois, quand je voyais certains militants sur le terrain agir, certains syndicalistes aussi, je me disais, mais comment se fait-il que ces gens soient porteurs d'un tel savoir sur la société, pertinent hein, d'ailleurs, et qu'en même temps, ils aient ce comportement qui est totalement à l'opposé de ce qu'ils disent, sans qu'ils se rendent compte eux-mêmes. Vous voyez ?
Et ça c'est quelque chose qui n'a jamais cessé de m'étonner et qui continue de m'étonner aujourd'hui. Même en voyant nos ministres agir depuis un an en période d'épidémie, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des imbéciles. Certains ont fait des grandes écoles, etc., dont on est en train d'en supprimer certaines d'ailleurs. Pour les remplacer, on ne sait pas très bien par quoi, probablement la même chose, sous un autre nom. On se dit que vraiment, ces gens-là, en plus de leur savoir, ils auraient vraiment besoin d'examen de conscience, ils auraient vraiment besoin de s'arrêter sur leurs actions, de dire pause, temps mort, vous voyez, et je réfléchis, hein, je m'enferme dans ma chambre, j'éteins la lumière et je réfléchis, et éventuellement, je prends le point de vue du haut, le point de vue de Sirius, et je regarde ce que je suis en train de fabriquer là directement. Voilà, donc c'était aussi ça, et j'en termine là, c'était pour la résonance vraiment, à mon sens, politique de Pierre Hadot, que l'on oublie, mais qui je trouve est vraiment absolument centrale, fondamentale, y compris en politique. Voilà, pour moi c'est fini. Alors, non, juste une seule chose, pour terminer. J'ai parlé des exercices spirituels chez Hadot, mais il y a d'autres choses. Hein. Pierre Hadot, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup s'occuper, mais là, j'en parlerai pas, c'est pas l'objet de la soirée, de Plotin. On l'a vu tout à l'heure passer rapidement, Plotin, donc pour la philosophie gréco-romaine, mais c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser à l'écologie, et à la nature, avec un livre comme Le voile d'Isis, par exemple. Hein. Il va beaucoup travailler là-dessus. Et c'est un des reproches qu'il fait à Michel Foucault, d'ailleurs, une critique qu'il lui adresse. Selon lui, alors, il faudrait lire tout Foucault, Foucault ne parle absolument pas de la nature. Ça lui est totalement étranger. Alors que pour Pierre Hadot, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il est aussi en résonance avec les temps actuels autour de l'écologie, pour lui, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ne serait-ce qu'à travers le cosmos. C'est quelque chose qui revient très très souvent chez lui, le cosmos. La position de l'homme dans le cosmos. Voilà. Donc, si on a parlé des exercices spirituels uniquement et qu'on va continuer, il ne faut pas oublier l'autre partie du travail d'Hadot qui est très importante. Et il parle de l'art dans ce que j'ai lu d'Hadot, pas trop. Pas trop, non. Il ne parle pas trop de l'art. La dimension artistique, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux exercices spirituels, pour lui, c'est une fausse piste. Enfin, ce n'est pas une fausse piste, il y a sûrement une façon de réfléchir à l'art et de transformer l'art en exercice spirituel. Oui, c'est ça. Tu vois, ça pourrait être une très bonne façon, quoi, mais dans la philosophie antique telle que lui il l'étudie, quoi, ça n'émerge pas en tant que tel. Enfin, je ne crois pas. Je crois pas. Alors que pour Foucault, oui, ça semble avoir une importance beaucoup plus grande, quoi. Voilà, bon, bah, la discussion, les réactions sont les bienvenues. Mais en tout cas aussi, un dernier mot, allez lire Pierre Hadot. Allez lire Pierre Hadot, c'est hyper facile à lire. Et allez l'écouter. On trouve beaucoup de traces de lui, pas autant que d'autres, mais ne serait-ce que ces 2 heures sur France Culture, là, vous verrez, c'est vraiment un plaisir. Quoi. En tout cas, ça serait bien pour notre Jupiter qui nous gouverne d'aller prendre le point de vue de Sirius. Je pense qu'il manque un peu d'humilité et de détachement comme ça. Pourtant, il se dit philosophe, hein, mais voilà. Je pense que dans ce gouvernement, dans les politiques, il y a beaucoup d'arrogance et ça serait bien que ces gens-là s'examinent, prennent ce temps-là. Mais c'est vrai que c'est ce que disait d'ailleurs Christian, c'est vrai que dans toutes les formations, et c'est certainement pour ça que finalement ça interpelle, parce qu'en fait dans les formations telles que, enfin l'éducation telle qu'on fait actuellement, ou même comme moi j'ai suivi quand j'étais plus jeune, on réfléchit assez peu à tout ça. Finalement, on engrange du savoir. Et même par rapport souvent au travail entre les gens, on ne réfléchit pas trop aux interactions, à ce que les actions les uns et les autres peuvent avoir comme conséquence sur le groupe, par exemple. Et donc, je pense que c'est ça, il y a aussi toute une question d'éducation.
et que ça soit dans les grandes écoles, à la fac ou même au collège ou au lycée, il y a assez peu de réflexion par rapport à ça. Et c'est vrai que même quand on enseigne la philosophie, après il y a des profs qui sont super parce qu'ils vont réussir à amener ça, mais souvent c'est très technique quoi en fait, c'est juste de l'empilement de savoir. Enfin, moi j'ai vu ma fille qui faisait une terminale L, donc a priori 8 heures de philo par semaine. C'était juste de l'empilement de savoir. Enfin, c'était tout sauf intéressant. Enfin, pour elle en tout cas, et moi, de ce qu'elle m'en racontait, c'était tout sauf intéressant. Donc, du coup, finalement, dans ce que tous les exercices que tu proposes, que tu résumes de Pirado, c'est marrant. Ça me rappelle un peu quand parfois on a Christophe André qui me dit oui, il faut méditer. Enfin, voilà. On se retrouve sur des choses où tout à coup on dit à la personne ah ben ouais mais ça devient compliqué. Alors posez le portable, faites les choses une à une, concentrez-vous. Et la philosophie rejoint presque finalement la psychologie. De l'individu en disant bah oui vous êtes submergé et il faut peut-être que du coup vous recentriez un peu sur quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion mais pas que en fait. C'est l'inverse, hein, c'est la psychologie qui Oui, s'inspire tout à des fait. Grecs, Ouais, des ouais. stoïciens. Finalement, ça se rejoint en fait. On va dire que tout à fait. Tu as raison évidemment parce qu'en fait finalement on n'invente rien. Et donc du coup c'est assez drôle parce que quand j'ai listé tout ce qu'il indiquait comme exercice et tu te dis bah oui en fait finalement quand on est sur la méditation, sur tout ce type d'exercice, c'est un peu ça qu'on demande aux gens en fait pour pouvoir se ressentir plus centré sur soi-même et être disponible au monde, etc. etc. Donc, donc la philosophie rejoint un peu le soin de soi-même. Enfin bon, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose de ce genre-là en fait par rapport à ce que Christian nous indique en fait. Moi, j'aurais une remarque sur mon propre, sur cette question de penser la mort. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très complexe quand même, parce que c'est vrai que c'est bien de s'exercer à penser à la mort, mais il faut aussi vivre. Et je pense que s'exercer, enfin moi, j'ai fait une expérience personnelle, c'est-à-dire j'ai tendance à être pessimiste, très pessimiste. Donc, dans cette anticipation des choses qui peuvent vous arriver, si on commence à anticiper, c'est très dangereux parce qu'on peut anticiper alors si on anticipe très bien, bon ça va, positivement, ok, mais on peut anticiper négativement et ça peut aussi vous casser complètement l'énergie que vous pouvez avoir pour faire les choses. Et ça peut amener la peur, l'inquiétude, des espèces de freins, quoi. Alors, et je pense, enfin, moi, je pense que en fait, ce qu'on anticipe n'arrive pas, et ce qu'on n'a pas anticipé arrive, bien souvent. Hein. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer, c'est vrai, de s'exercer à une force mentale, mais plus, pas aussi voilà, axée sur le négatif ou sur se préparer à tous les malheurs qui peuvent vous tomber, parce que du moment où vous vous préparez, puis c'est fini, il y a plus, vous avez plus de... Moi, j'avais une mère qui était extrêmement anxieuse, elle en est devenue folle, quoi. Elle pensait qu'à ce qui pouvait arriver de mal. Donc, je suis très sensible à cette question-là. Et je pense que c'est vrai, je suis aussi très sensible à la force mentale. Et j'aimerais acquérir ça, j'aimerais beaucoup acquérir une force mentale. Je suis de tendance très émotive et dépressive, etc. Mais donc, je voudrais bien acquérir une force mentale. Je ne suis pas sûre que ce soit... voilà, je pense qu'il faut modérer cette question-là. C'est important de ne pas écarter la mort de notre vie, bien sûr, mais c'est aussi... surtout lutter contre la peur, quoi, des dangers, etc. Ne pas provoquer les peurs, quoi, et trouver une force intérieure. Alors l'optimisme peut donner cette force intérieure, au contraire, c'est une espèce de quelque chose qui donne la force. Voilà.
Et puis la relation à l'autre, je pense qu'il y a ça. Je pense que sans l'autre, parce que c'est ça qui est un petit peu, dans les stoïciens, ils sont très repliés sur eux-mêmes. Mais je pense que plus tard, la philosophie et la vie nous apprend que c'est le jeu et le tu. Hein. Et donc, c'est la relation à l'autre qui peut aussi nous permettre d'évoluer et de vivre mieux, plus en accord. Je crois que, là, si je reprends la parole 2 secondes, par rapport à la mort, ça fait vraiment partie je crois qu'Ado, d'ailleurs, Pierre Ado répond un peu à cette question dans une des 2 émissions que j'avais mises en lien. Il y a longtemps que je ne les avais pas écoutées, il faudrait peut-être les réécouter, je crois qu'il y répond. Alors, je vais peut-être le trahir en essayant de répondre, auquel cas vous m'excuserez par avance. Mais je crois qu'à cet endroit-là, il dit que, surtout pour les stoïciens, il faisait bien la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, mais qui est inéluctable. Vous voyez, bon, la Terre tourne, il y a une nuit, il y a un jour, il fait clair, il fait sombre, il y a l'hiver, il y a l'été, quoi qu'on fasse, on ne pourra rien changer à ça. De toute façon, on aura beau se torturer en se disant en hiver que c'est drôlement mieux d'être en été, c'est un peu ce que je me dis actuellement d'ailleurs. Bon, c'est comme ça, je suis en hiver. Et là, j'ai aucune prise là-dessus. C'est vraiment un peu l'idée du destin, quoi. J'y peux rien. Quant à la mort, bon, c'est vrai, nous naissons, mais nous naissons pour la mort, hein, comme disait Heidegger, je crois, hein, bien après les stoïciens. Mais il y a chez lui l'idée que donc, comme on n'y peut rien, c'est pas la peine de s'en faire pour ça. Hein, et c'est cette phrase que cite beaucoup Michel Onfray. Je précise toujours, hein, quand je parle d'Onfray, je parle d'Onfray d'il y a 20 ans, pas le Michel Onfray d'aujourd'hui. Hein. Si tu y es, c'est qu'elle n'y est pas. Si elle y est, c'est qu'il n'y est plus. Hein, une phrase d'Épicure, je crois. Pas sûr, faudrait vérifier. À savoir que de toute façon, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Dans 3 minutes, nous pouvons être morts. Hein, nous pouvons avoir, chacun d'entre nous, une crise cardiaque subite, une rupture d'anévrisme, et voilà, dans 4 minutes, on est mort. On n'aura rien vu venir, c'est comme ça. Donc, la pensée, c'est de s'habituer que nous allons mourir. De toute façon, c'est inéluctable. Et puis, ça ne dépend pas de nous. Et il n'y a pas de raison de s'angoisser pour ça. Puisque de toute façon, avec un peu de chance, on ne s'en rendra même pas compte. Vous voyez? Alors, et puis, il y a aussi… Alors, si ça ne dépend pas de nous, ça dépend de qui? Alors ça, c'est autre chose. Ça dépend. Aujourd'hui, on répondrait en moderne, ça répond de notre biologie. Voilà, il y a un moment où quelque chose ne va pas très bien se passer dans notre biologie. Quelque chose va se mettre à dysfonctionner. Et puis, il y a aussi simplement l'effet des horloges. C'est la pendule au salon chez Brel. Sans être conscient de ce qui nous arrive, ouais. On est quand même la cause de notre problème. Pour ce qui est de notre naissance et de notre décès, non. Non, on ne peut pas, à moins de juger, d'estimer qu'il y a un être suprême, un Dieu ou quelque chose comme ça, qui décide en notre lieu et place de notre destin. Vous voyez, Mais indépendamment de la naissance et de la mort, nos pensées, nos paroles et nos actions font bien que c'est nous qui faisons ce qui nous arrive. Tout à fait. Sur ce sur quoi on a une prise. Vous voyez? Oui, d'accord. C'est aussi le connais-toi toi-même, tu vois, auquel je faisais allusion. C'est-à-dire connaître ses limites. Connaître ses limites et sur quoi ou pas on a une maîtrise. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une maîtrise. Hein. On peut avoir une maîtrise sur notre volonté. Hein. On peut décider de devenir, je ne sais pas, moi, je te regarde, Joël, peut-être de devenir artiste, voilà, ou toi, bien sûr, Jackson, on peut décider de devenir comédien. Et bon comédien, et en plus, toi, tu es un bon comédien, Jackson. Hein. Non, mais après, est-ce que ce n'est pas une question de conscience? Oui, oui.
Mais par contre, on peut décider aussi de devenir sobre si on est alcoolique. On peut se dire, tiens, ben, je vais devenir sobre parce que l'alcoolisme ou la dépendance à des substances toxiques, c'est pas bon. Donc, je vais essayer de m'améliorer sur. Et là, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Euh, Par contre, il y a des choses inéluctables. Le vieillissement, pour l'instant, le vieillissement, ben, on va vieillir. C'est C'est ainsi. sûr. On n'a aucune prise là-dessus. Et donc, personnellement, moi, je suis une philosophie du vieillissement, de dire, j'y peux rien et je veux faire avec. Je vais pas me mettre à faire des cures de rajeunissement, me faire des transfusions sanguines, voir, je sais pas, de la chirurgie esthétique, et où je vais pas m'entourer de toutes les précautions pour ne pas mourir aussi, tu vois, avant terme, c'est-à-dire vivre dans un univers totalement aseptisé, qui me protégerait même de tous les virus d'ailleurs, du Covid ou je sais pas quoi. Hein, c'est un peu Aldous Huxley hein, qui vivait dans un appartement, je sais plus à quel étage, de quel building, en ne recevant absolument personne, en ayant une hantise absolue des microbes. Bah, et de toute façon, il est mort quand même, quoi. Il est mort quand même parce qu'on n'a pas de prise là-dessus. Donc moi, par rapport à la mort, je me suis fait, enfin, j'essaie de me faire une philosophie. Et puis par rapport, c'est ce que dit aussi Hadot dans un passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est aussi se souvenir des personnes qui ne sont plus là, qui sont mortes. Et moi, je sais qu'au quotidien, la mort de ces personnes-là m'est encore utile aujourd'hui. Je n'ai jamais souhaité leur décès, c'est pas ça. Mais je sais qu'ils continuent de vivre. On a évoqué René Barbier tout à l'heure rapidement par Jean. Jean Le Canu a évoqué René Barbier. Je sais que René Barbier, il continue d'être là, même là quand je vous parle. Parce que l'être qu'il était a déteint sur moi d'une certaine façon. Et quand je dois répondre à certaines questions, par exemple, des étudiants ou d'autres personnes, je sais que quand je suis un peu en difficulté pour répondre, on l'est tous à un moment ou à un autre, hein, bah, y a quelque chose en moi qui me dit, tiens, qu'est-ce qu'il dirait René là? Qu'est-ce qu'il dirait René là? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil avec mon père. Mon père qui est mort du Covid l'année dernière, je sais que d'une façon surprenante, quand je suis confronté à certaines difficultés, je me dis, tiens, comment mon père ferait? Comment mon père ferait aujourd'hui? Je me le disais un peu avant, mais depuis qu'il est mort, je me le dis avec d'autant plus de force. Vous voyez, c'est comme si je reconnaissais par cette mort, en fait, bah, sa présence encore plus forte qu'avant, par certains côtés. Vous voyez? Alors, donc, ça, c'est aussi un moyen d'utiliser finalement le côté inéluctable de la mort de la nôtre, au premier chef, mais aussi de tous ceux que l'on connaît. Malgré qu'elle soit inéluctable, malgré qu'on ne peut pas l'éviter, elle a quand même aussi une certaine utilité finalement. C'est pas vain, c'est pas vain. Je crois que Jean, tu voulais dire quelque chose, non? Oui, tu as volontairement porté l'éclairage sur les exercices spirituels et pas parler de Plotin. Mais je me suis demandé le lien qu'il y avait entre les exercices spirituels et la recherche de l'un, la recherche de l'unité chez Plotin. Est-ce que finalement la pensée de Hadot n'est pas un peu orientée dans cette direction? C'est-à-dire que les exercices spirituels pourraient être au service de cette unité. J'ai retrouvé ça bien sûr dans Camus et singulièrement dans un livre comme Nos ou dans les carnets quand il dit j'ai soif d'unité. Si ce n'est que chez Camus, dans Nos, ça se traduit en termes de soleil et de mer, plus que dans une réflexion philosophique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis demandé quelle anthropologie il y avait derrière tout ça. Et j'ai pensé, bien sûr, à mon ami Michel Fromager, qui, lui, part pas de Plotin ou des exercices spirituels, mais part d'une réflexion sur le tétramorphe. Et il dit,
là je le cite, il dit le tétramorphe demande d'accueillir les énergies dispersées, de les convertir, de les unifier, de les offrir. L'accueil exige un travail de descente dans le corps, de respect de la sensation et d'acceptation des entrailles, des pulsions et des instincts. C'est là en même temps une tâche de contemplation, une tâche psychanalytique et un travail corporel. Autrement dit, chez Fromager, il y a cette idée qu'il faut travailler, qu'il y a un travail sur soi à faire à ces trois niveaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça chez Hadot derrière les exercices spirituels? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, même sans forcément connaître Plotin ou l'exercice spirituel à proprement parler. Qu'est-ce que ça nous inspire, tout ça? J'avoue, personnellement, je ne connais pas assez le travail, pour te répondre précisément, là, je ne connais pas assez le travail d'Hadot sur Plotin. C'est ce petit livre, Plotin, La simplicité du regard. Oui, oui, oui. C'est un tout petit livre, mais qui est très, très important. Mais je ne connais pas assez pour te répondre vraiment du tout fiable. Mais ce que je vais juste te dire, c'est que si, en même temps que l'exercice spirituel, Hadot s'intéresse à Plotin, c'est forcément qu'il y a un lien. Oui. Hein, il y a très certainement un lien d'application chez Hadot, bien sûr, oui. Je vais devoir vous quitter. D'accord. Au revoir, hein. Au revoir tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, hein, François. Merci beaucoup, c'était intéressant, merci. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Oui, au revoir. Et puis bonjour à Françoise. Oui, je le dirai avec plaisir. Elle regrettait beaucoup. Ah bah oui, je suis désolé, je suis obligé de décaler d'une journée. Non, pas de problème. Au revoir bien. Au revoir. Donc voilà, on se retrouve en comité plus intime. Mais ce qui je pensais, pour rejoindre ce que disait, la question que disait Jackson, mais qu'est-ce qu'il pense de l'art, et puis après ce que disait Joël sur le fait d'être, de penser à la mort, ça, et ce que tu disais, je me disais que finalement, tout ça, tous ces exercices, en fait, ils ont du sens que si tu es relié aux autres, en fait, finalement. Parce que quand on a attention à soi-même, blabla, et finalement, toi-même, tu dis, je pense à mon papa, je pense aux gens, à René, et en fait, finalement, tout ça, c'est important d'avoir conscience que, et c'est peut-être ça aussi qui donne finalement la force, parce que même si tu meurs, ce que tu as donné et ce que tu as fait dans la vie, ce qui a été important, on va dire, pourquoi tu as vécu, finalement, tu le laisses en héritage aux autres. Et peut-être que c'est vrai, c'était une réflexion m'avait fait Garance, ma fille, qui a travaillé quelques mois en EHPAD. Elle me disait qu'elle avait trouvé terrible quelque chose, c'était que quand les gens décédaient, pouf, on plie, hop, et ils s'en vont. Et elle trouvait ça assez violent, même vis-à-vis des autres résidents, parce que les gens sont là, tout à coup, ils sont plus là. Et moi, je disais, tiens, je pense à un truc qui est, alors je connais pas très bien l'Asie, mais dans les films que j'ai vus, j'ai toujours l'impression qu'il y a un petit monument aux morts, en fait. Ils sont toujours en train souvent dans les films, tu les vois, là, ils vont mettre de l'encens. Et en fait, ça veut dire que dans cet acte-là, ils sont reliés entre le monde des morts et le monde des vivants, ils sont reliés, ils savent que leurs ancêtres, ils sont là, et c'est que grâce à tous ces gens-là, qui sont ce qu'ils sont au moment, à l'instant T. Et je disais, ce serait intéressant justement dans les EHPAD qu'on fasse des petits mausolées, en fait, où on pourrait laisser, je ne sais pas, des petits mots, ne serait-ce que pour le personnel soignant, puis aussi les résidents qui pourraient avoir éventuellement... voilà. Cette idée d'être en lien, et que finalement, tout seul, c'est intéressant de réfléchir à tout ça, mais si on réfléchit à tout ça, sans être avec les autres, c'est un intérêt très minime, en fait, je pense. Oui. Et que donc, du coup, tout ce qu'il dit, pour moi, a du sens si derrière,
on le met en lien avec les autres. Et bon, voilà. Et juste une dernière chose, je pensais, c'était René qui nous avait dit dans un cours du DUFA, il nous avait dit pensez aux quelques, alors c'était quoi, quelques valeurs pour lesquelles vous seriez prêt à mourir. Et il disait finalement il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, tout à coup, ça remet en perspective ce pourquoi on est prêt à se battre et ce pourquoi, finalement, on va pouvoir vivre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, je ne sais plus qui disait que, finalement, dans les camps de concentration, où là, on était extrême dénuement, et puis je ne suis pas sûre qu'ils avaient franchement... ils étaient trop épuisés pour faire tous ces exercices-là. Et en fait, ils disaient que ceux qui résistaient le mieux, c'était ceux qui partageaient malgré la faim. Et donc, c'est ça, finalement, ils étaient plus heureux, même s'ils étaient épuisés, et ils survivaient mieux, en fait, parce que justement, ils avaient encore l'attention à l'autre. Donc, bref, tout ça me fait dire que tous ces exercices-là, ils sont bien s'ils sont en lien. Et ça rejoint Jackson, parce que c'est vrai que tout ça, c'est bien, mais si, et pour moi, là, en ce moment, ça me manque beaucoup, si derrière, il y a des artistes ou des gens qui vont partager tout ça ou mettre en sens, justement, quand on pense à la mort, je trouve que dans les films, dans les théâtres, ou même le fait de chanter ensemble, il y a cette force-là, en fait, et qui, pour moi, me manque beaucoup en ce moment, parce que, justement, je me dis, on en est privé, et donc, même si Pierre Hadot n'en parle pas, pour moi, tout ça, ça fait sens avec ça. Enfin, c'est comme ça. C'est ce que j'éprouve par rapport à vos réflexions et par rapport à ce que lui dit, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Hadot dit quelque part que l'exercice spirituel, bien sûr, c'est exercé pour soi-même, hein, la méditation ou l'examen de conscience, mais le philosophe grec, il a autour de lui ses disciples. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément nombreux, hein. Il y a même certains cyniques qui refusent les disciples. Il y en a un, j'ai oublié son nom, pourtant il est connu de tout spécialiste de la philosophie. Dès qu'il avait un disciple qui disait je veux travailler avec vous, il prenait des pierres, il lui jetait des pierres pour le faire partir. Donc c'était un accueil assez particulier. Euh, et il le gardait que si le gars revenait, quoi. Que si le gars revenait, vraiment, ça voulait dire qu'il voulait vraiment suivre cet enseignement-là et que ce n'était pas une lubie passagère, quoi. Alors donc, c'est des gens qui travaillent avec autour d'eux un certain nombre de disciples, hein, qui vivent constamment avec le philosophe. Hein, ils vivent constamment, parfois sous le même toit ou dans un lieu très très restreint. Et donc, chaque action qu'accomplit le philosophe, qu'accomplit Épictète ou Sénèque, ou même Sénèque, jusqu'à son suicide. Lorsque Sénèque s'ouvre les veines sur les ordres de Néron, Sénèque va accepter l'ordre de Néron, va s'ouvrir les veines, mais il le fait en présence de ses disciples. Ça veut dire qu'il ne fait pas ça tout seul dans sa baignoire, les portes fermées. Non, il le fait en présence de ses disciples parce que c'est montrer à ses disciples comment on peut accepter tout à fait l'idée de la mort et que la mort n'est rien. La mort n'est rien. Et je l'accepte, et d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous, non pas le dire, mais je vais le faire devant vous. Alors, c'est quelque chose qui est très socialisé. C'est quelque chose qui est très socialisé. Et lorsque, pour des choses beaucoup moins graves, le disciple pose au philosophe tel problème, voilà, j'ai eu un problème, je ne sais pas quel qu'il soit dans la cité, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Bon, ben, le philosophe va répondre, mais sa réponse sert aussi l'enseignement à tous les autres. C'est pas simplement le gars ou le gars qui pose la question. Tous les autres vont en tirer un enseignement. C'est-à-dire que c'est toujours un enseignement qui finalement est social. Et finalement social et concerne les autres. Et le développement, on parlerait aussi parfois aujourd'hui, d'ailleurs en langage moderne, avec les exercices spirituels, on pourrait parler de développement de soi. Tu as parlé de Christophe André tout à l'heure. On rejoindrait facilement le développement de soi, hein, qui est récupéré par ce mouvement-là aujourd'hui. Et le développement de soi, c'est normalement au service du commun. C'est pas que pour soi. Ça veut dire que si je suis autrement dans ma peau, si je deviens plus accueillant, si je deviens plus écoutant,
par rapport à l'autre, si je prends vraiment l'autre en considération, dans ses peines, dans ses joies, bon, bah, quelque chose du social va bouger, quelque chose du social va sûrement se transformer. Donc, c'est pas indépendant. C'est pas indépendant, c'est pas un renfermement sur soi. C'est plutôt même l'inverse. C'est assez paradoxal de penser ça. Et puis, pour ce qui est du souvenir des anciens, je me rappelle à l'interview de Georges Brassens, où on lui demandait mais vos parents, vous y pensez souvent, vos parents qui étaient décédés à l'époque, vous pensez souvent à vos parents, à votre mère, à votre père, à votre grand-père, etc. Et Brassens dit ouais, ouais, ils sont toujours avec moi. Ils sont toujours avec moi. Il était dans une tournée en Belgique, je crois. Ils sont toujours avec moi. Mais il dit seulement, je sais pas comme quelle tribu, je sais pas, il y a une tribu indienne, effectivement, je sais pas si c'est en Amazonie ou ailleurs, qui transporte les ossements de leurs ancêtres sur le dos. Et ils se baladent partout où ils vont, ils ont un ou deux os de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, ou je sais pas quoi, pour pas oublier, quoi, en quelque sorte. Alors Brassens, il dit, bon, moi, j'ai pas besoin d'emmener des ossements de mes ancêtres. De toute façon, ils sont avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils est vraiment à l'intérieur de lui, quoi. Non seulement biologiquement, avec leur ADN, tu vois, les choses comme ça, mais aussi leur personnalité, ce qu'ils étaient véritablement, quoi, au quotidien. Et toute chose qui a formé Brassens et qui continuait de vivre dans Brassens, dans ce qu'il disait de sa vie, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, hein, mais c'est lacunaire. Hein. Et moi, j'aime bien, maintenant, plus je vieillis, plus je reconnais volontiers la présence des autres en moi. Tu vois, quand on est plus jeune, peut-être on a tendance à se dire, oh non, moi je suis moi, et puis me casser pas les pieds, en quelque sorte. Quoi. Bon, mais moi, plus je vieillis, plus j'accepte effectivement que les autres, non seulement bien sûr les ascendances directes, mais aussi les liens d'amitié. C'est extrêmement important et ça m'a formé énormément, quoi. Et ça va continuer de mûrir. Et ça va continuer de mûrir constamment, quoi. Donc, je suis pas tout seul avec moi-même, même en confinement, quoi. Même en confinement. Voilà. Bon, par Ouais, contre, c'est ça, en fait, finalement, enfin, tout ce qui te nourrit, et que ce soit les autres ou les livres, enfin tout ce qui finalement ouais, te nourrit, ça t'aide en fait à être présent au monde en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est net et c'est vrai que du coup, cette expérience de confinement, ben, elle te montre là où il y a des choses qui peut-être sont compliquées à vivre pour toi-même, en fait. Parce que bon, c'est franchement pas une expérience qu'on aurait pu imaginer vivre. Et du coup, bah, ça montre ce qui coince pas d'ailleurs, mais aussi ce qui coince. Là, juste d'un point de vue spirituel, en fait, qu'est-ce que tu vis bien, qu'est-ce que tu vis mal. Et moi, ce que bah, je pense que c'est pas ce qu'on nous a expliqué. Hein, genre, ah, super, tu vas faire des trucs en yoga en ligne. Non, c'est pas ça. Enfin, ça, franchement, ou ah super le monde d'après. Non, mais le fait de dire tiens, là il y a une vraie difficulté, il y a une vraie crise, enfin, on peut pas le nier. Et du coup, comment on fait et de quoi on se sert pour pouvoir avancer et idéalement avancer ensemble en fait. Hein. C'est ça qui voilà et même réfléchir à comment on a enterré nos morts, comment on les a. Enfin, je dis nos morts et c'est volontaire hein, quand je dis ça. C'est-à-dire oui de voir comment notre société dit oh là là, faut protéger les gens, mais en même temps on les met loin, on met un masque pour les voir, on met du plexiglas, enfin, on peut plus les tenir dans les bras. Enfin, je trouve que voilà, tout ça, c'est la réflexion de se dire, bah oui, on est tous ensemble et donc du coup, tout ça, ce fait d'être bon, de réfléchir pour soi-même, d'être spirituel, pour voilà, ça a du sens que si en fait on arrive à le faire ensemble, en fait. D'où l'intérêt aussi de l'art, parce que des fois, on est plus grand avec l'art. Enfin, on prend un peu de recul ou on vit les expériences des autres aussi. Et puis justement, Joël parlait de la mort. Des fois, on vit la mort à travers les autres. Enfin, c'est la seule expérience qu'on finalement on peut avoir ou celle des gens qu'on peut accompagner dans la mort. Et du coup, ça permet, enfin pour moi après, en tout cas, ça permet de se projeter, de dire ah oui, bon voilà, même si on peut pas franchement le réaliser, mais de donner du sens à tout ça. Enfin, finalement, c'est donner du sens en fait.
Mais en effet, au moins, il est compréhensible, Pierre Hadot. Moi, je t'avais dit que j'avais lu un livre de lui. Oui, oui. C'était des entretiens. Et moi, c'est vrai que la philosophie, ce que tu as lu sur Sartre, où tu te dis, oh non, ces phrases-là. Voilà, ou Gilles Deleuze, j'avais essayé pendant mon master de lire un livre sur le cinéma. Ah, super, le cinéma, j'adore. Oh là, j'ai passé, enfin, j'ai rien lu, quoi, parce que c'est pas du tout ce genre de choses. Moi, je suis plutôt lectrice de romans. Et oh là, C'est imbitable. ah ouais, moi je trouve, franchement, oui. Voilà, donc du coup, je me dis, ah non, ça me saoule. Enfin, je trouve que des fois, il y a plus de compréhension dans une pièce de théâtre. Enfin, voilà, après, des choses qui me parlent. Et Pierre Hadot, pour le coup, le seul livre que j'ai lu, je me souviens plus ce que je t'ai dit que j'avais lu, Christian, c'était Entretien. La C'était quoi? philosophie comme manière de vivre, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était intéressant parce que c'était toi qui m'avais donné envie de le lire, je pense, après une séance UCP. Et c'est vrai que tu dis, bah là, oui, il y a quelque chose qui a du... Enfin, c'est accessible, voilà. C'est accessible à tout le monde. Moi, je crois que c'est un bouquin idéal pour entrer dans la pensée de Pierre Hadot. C'est un livre d'entretien avec Davidson que j'ai cité tout à l'heure, hein, professeur de Chicago. Là. C'est limpide, quoi. En Ah tout, oui. et puis en plus, c'est sous forme d'entretien, donc c'est très agréable à lire. Bon, c'est un bouquin un peu épais, mais qui se lit très, très bien. Très, très bien. La philosophie comme manière de vivre, c'est formidable, quoi. Et qu'est-ce qu'il pense de la psychanalyse? Ah, il n'en parle pas. Il n'en parle pas? Il en parle peu, très très peu. Alors, ça vient surtout du fait que, bon, bah, la psychanalyse, tu sais, c'est vraiment quelque chose du 19e siècle, quoi, pas du 19e, Absolument. du 20e. Les philosophes antiques, psychanalyse, Oui, non, mais c'est pas connu, quoi. Mais cela dit, ça doit croiser des problématiques que s'est posé Freud, hein, quand il s'agit de travailler l'imagination. Ah ouais, bien Par sûr. exemple, le travail de l'imagination, très important, hein, par rapport au rêve. Quand Bien sûr. Freud travaille sur le rêve, sur l'onirisme et tout, l'interprétation du rêve, il parle souvent d'imagination aussi. Alors c'est une imagination effectivement durant le sommeil, une imagination diurne, quoi, mais il y a de l'imagination. Hein. Jung, il n'en parle pas du tout de Jung, par exemple. Non, non, non. Chez Pierre Hadot, on ne croise pas Jung. Ou alors c'est vraiment très anecdotique. C'est pas un objet de fixation, la psychanalyse. Et Jung non plus. Jung non plus. Hein. Non, il est pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il repousse la psychanalyse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il la repousse. Ça veut dire que... Non. C'est pas son sujet de réflexion. Et moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai pas dit, ce que j'aime bien chez Hadot, c'est la précision. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement précis dans ce qu'il dit. Hein, c'est ce qui lui permet de contredire Foucault parfois. Parce que Foucault traduisait un peu à la va-vite. Alors que Hadot, lui, c'est un vrai traducteur, quoi. C'est un vrai traducteur du grec ancien ou du latin, qui connaît ça sur le bout des doigts et qui sait restituer les mots du latin ou du grec dans leur contexte de l'époque. D'accord. Parce qu'il a mis 40 ans à travailler sur l'époque. Donc, c'est un des meilleures connaissances de l'époque. Et il sait que parfois, à telle époque, il y a une toute petite variation du mot, tu vois, toute petite variation du mot qui change complètement le sens de la pensée. Et c'est assez typique du connais-toi toi-même. Que nous, on dit, bah ouais, il faut se connaître, il faut connaître son identité, qui suis-je vraiment au profond et tout, dans mon identité. Non, c'est pas ça, ça veut dire qu'il faut que je connaisse mes limites, quoi. Ben, je peux pas courir le 100 mètres en 10 secondes, quoi, je peux pas, j'y arriverai pas. Ou je peux pas m'attaquer à un texte de Heidegger parce que j'y comprends rien. Voilà, c'est ça, allez là. Et je me connais du coup. Du coup, je me connais. Mais c'est, tu vois, et donc Hadot, oui, il a cette rigueur-là. Il est très très rigoureux. Également dans les articles qu'il écrit, des articles un peu, disons, un peu plus scientifiques, quoi. Ah ouais, c'est bourré de références en bas de page. Il avance rien à la légère, quoi. Quand il dit que Épictète a écrit ça, il te cite la citation d'Épictète dans la langue originelle, il te dit dans quelle édition il a été la chercher. Non, il est extrêmement rigoureux. À côté d'une limpidité d'écriture, quoi, mais très très rigoureux, extrêmement. Et ça, moi, j'aime beaucoup, quoi. Contrairement à d'autres philosophes qui te balancent une phrase comme ça, voilà, Nietzsche a dit, ou Deleuze a dit, bon, d'accord, mais il l'a dit quand, dans quel contexte, à quel moment, pourquoi il l'a dit, et tout ça, tu vois,
On trouve cette précision-là chez Ado et je trouve que c'est vraiment bien, quoi, parce que c'est pas rien, quoi. C'est vraiment très circonstancié. Et par rapport au langage, ça c'est une chose intéressante. Moi, c'est vrai qu'il y a des philosophes auxquels je ne comprends rien, quoi. Chez Heidegger, alors chez Heidegger, en plus, c'est écrit en allemand, il y a la traduction, tu vois. Ah, Je peux pas juger si la traduction est bonne ou pas. Je parle pas l'allemand. C'est difficile. Mais en tout cas, dans les traductions que je lis, je ne comprends rien. Et chez Lacan, c'est pareil. Lacan, moi, était essentiellement psychanalyste, mais il y a aussi toute une partie de son œuvre qui rejoint la philosophie. Mais quand je lis Lacan, bah, je suis pas le seul, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas le seul. C'est bourré de jeux de mots auxquels, où à un moment, je ne comprends plus rien, quoi. Et même le sens de sa pensée, je ne comprends pas. Et souvent, je me dis, mais c'est purement du parisianisme, quoi. C'est du snobisme parisien, voilà. Faut aimer Lacan parce que Lacan doit être aimable, quoi. Et si tu dis que tu comprends rien à Lacan, tu passes non, pour. mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, hier, j'écoutais un peu Finkielkraut, mais c'est vrai que c'est compliqué, je trouve. Enfin, pour moi, hein, à mon niveau, tu vois, c'est pas simple. Ça coule pas. Ouais, ouais. Alors pour toi, ça peut peut-être être, C'est sûr, quoi. mais c'est pas simple, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Euh, et par contre, ce qui est étrange, tu vois, c'est que quand tu prends un philosophe comme Gilles Deleuze, alors lui, Gilles Deleuze, dans sa pensée sur la philosophie, c'est un peu le grand écart avec Hadot. Parce que pour Gilles Deleuze, dans un bouquin que j'avais sorti, Gilles Deleuze avec Guattari, qui était Guattari, Félix Guattari, c'est Qu'est-ce que la philosophie? Je ne sais pas si tu vois bien, là. Ouais, ouais, très bien. On voit, C'est ouais. c'est un bouquin qui est très très connu chez les philosophies de la fin du XXe siècle, quoi. Et là-dedans, ils expliquent tous les deux que la philosophie, c'est avant tout faire des concepts. Alors, c'est le concept de rhizome, par exemple, qu'on connaît beaucoup chez Deleuze, concept de rhizome, concept de je sais pas quoi. Enfin voilà, on pense par concept la société. Et c'est unique, c'est entièrement abstrait. La philosophie, ça sert à faire des concepts. Et Hadot dit pas du tout. La philosophie, ça sert à aider à vivre au quotidien. C'est ça, ça sert à ça. Effectivement, dans l'histoire, après, la philosophie, c'est devenu autre chose. C'est devenu, bah ouais, quelque chose du commentaire, de commentaire sur le rhizome, sur je sais pas quoi. Mais c'est purement abstrait. Ou sur le cinéma. Tu as évoqué l'écriture de Deleuze sur le cinéma. Où effectivement, tu peux même trouver en ligne des cours de Deleuze à Paris, enfin à Vincennes à l'époque, où il parle du cinéma. Avec le concept de pli aussi, c'était un truc très, très important. Euh, Personnellement, moi, ça m'assomme, quoi. Ça m'assomme. Je ne comprends pas où il veut en venir, je ne comprends pas ce que ça veut dire, je n'arrive pas à suivre le fil de sa pensée, et surtout, je me demande, mais ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Si en sortant, j'ai un pépin dans la vie qui m'arrive, qu'est-ce que je fais de cette pensée-là? Elle me sert à quoi? Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'avec une écriture et des cours aussi compliqués, par contre, quand il s'exprime au quotidien, on comprend beaucoup mieux. Il y a un truc qu'on trouve sur Internet très facilement chez Deleuze, c'est l'abécédaire. Alors qu'il était déjà bien malade, s'était fait filmer sous la forme d'abécédaire. On lui disait A comme anthropologie. Alors qu'est-ce que tu penses de l'anthropologie? Ou A comme amour. Qu'est-ce que tu penses d'amour? B comme ou C comme je sais pas quoi, tu vois. Et hop, il développe là-dessus. Et là, c'est extrêmement clair. Et là, c'est extrêmement clair. Mais il y a un détail, il avait fait ces petits films-là, sous forme d'abécédaire, comme ça, avec la promesse que ce ne serait diffusé qu'après sa mort. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est intéressant, ça. Pourquoi il voulait que ce soit diffusé qu'après sa mort? Il faudra aller y voir, je ne connais pas suffisamment. Mais c'est peut-être parce qu'il avait confiance que là, il cassait une certaine image. Mmh. Oui, Un du peu. mec, très érudit, que personne ne comprend et voilà, ouais. Enfin, ou Peut-être. peu que peu de gens comprennent, en fait, hein, c'est Moi, ce dont j'ai souvent l'impression, c'est que souvent, les philosophes, ce sont des universitaires, très souvent, très très souvent, pas toujours, mais très souvent, et que souvent, ils écrivent pour d'autres universitaires. mmh. Donc, il y a un langage commun, où parfois, d'ailleurs, on fait semblant de se comprendre, et où en fait, on ne se comprend pas.
Mais on fait semblant de se comprendre parce que c'est comme ça, quoi. Mais un type comme un type comme Ado, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce qu'il pense d'un quand il, je sais pas, est-ce qu'il était mélomane, il écoute Mozart, qu'est-ce qu'il pense d'un mec comme Mozart et est-ce qu'il peut arriver, qu'est-ce que c'est que pour lui l'émotion, la transcendance ou Oui. Alors, je ne sais pas si c'est exactement de Mozart, mais enfin, il parle de musique. ou de Bach, je veux dire. Il parle de musique et pour lui, la musique, c'est un exercice spirituel dans l'écoute. D'accord. Ouais, c'est l'écoute. Un peu comme la lecture, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit tout le monde se balader dans la rue avec des oreillettes, peut-être c'est des Walkman, peut-être, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, tu es servi de musique, tu rentres au supermarché, tu as de la musique, tu regardes une pub à la télé, tu as de la musique. Ah ouais, tout à fait. Et finalement, on n'écoute plus. On n'écoute pas, ouais. Par contre, mettre une symphonie ou un concerto de Mozart, tranquille chez soi, éteindre la lumière, pour vraiment entrer dans la musique, même si on n'est pas, même si on ne sait pas dire le solfège ni rien, hein, mais simplement pour le plaisir du mélomane, quoi, en fait, de l'amateur, ça change des choses. Moi, quand je fais ça, bon, quand j'ai le temps, quoi, ça me fait surtout ça avec le classique d'ailleurs, hein, plus qu'avec autre chose, et beaucoup avec Mozart, c'est vrai, avec Haydn aussi, qui est assez près de Mozart. Ça me fait venir des images. Ça me fait venir des images. Ça me met dans un état différent de quand j'étais sur le trottoir tout à l'heure, quoi. J'entre dans un autre monde. Il y a une sensibilité, tu vois, que je développe, une imagination que j'aurais pas développée si j'avais pas ce moment, tu vois, ce moment d'écoute, là, mais d'écoute sensible, d'écoute volontaire de la musique. Autrement, je fais que l'entendre, quoi. Elle me traverse par là, elle ressort là, il ne s'est rien passé. Tandis que si un peu. Mais tu ne mets pas une puissance supérieure ou une puissance impalpable en fin de compte, quelque chose qui nous dépasse complètement en fin de compte. Ouais, moi je pense que certains Castoriadis pensaient ça. Castoriadis relevait en parlant de Bach. Alors on change de registre avec Castoriadis. Hein. En philosophie, on n'est plus du tout sur le même registre que Ado. Mais lui, il parle beaucoup de musique, Castoriadis, et alors, il remarque que la musique, déjà, c'est construit mathématiquement. Ouais, surtout chez Bach, hein, c'est une musique très, très mathématique, mais qu'il y a une telle puissance de composition et d'inspiration parce que c'est Bach qui parle, il parle de Bach, là. Il y a une telle puissance d'inspiration chez Bach que l'aspect mathématique est complètement dépassé. Ouais. On l'oublie totalement. Et là, la musique, si on l'écoute bien, hein, nous emporte dans un autre monde. T'es dans du parfait. Hein? T'es dans du parfait. Voilà, c'est ça. C'est universel, là. Et là, du coup, et l'avantage de la musique, c'est qu'on n'a même plus besoin de mots. Ah bah non. Les mots, ça ne sert plus. Puisqu'on est à fleur de peau, quoi. C'est vraiment de la sensation et n'importe qui peut le ressentir, n'importe qui. Qu'il soit éboueur ou qu'il soit complètement, absolument. prix Nobel, quoi. Là, on n'a plus besoin de tout le bagage, tu vois, qui nous encombre, d'érudition, tout le machin, quoi. Là, ça vient direct, quoi. Bon, il faut juste se mettre un peu en condition, quoi. Absolument. Mais ça, tout le monde peut le faire maintenant. Tout le monde peut le faire. Et puis on a la chance maintenant d'avoir les enregistrements. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, j'ai l'impression. Ah non. L'usage que l'on fait de la musique aujourd'hui, c'est de la surconsommation, quoi. C'est la décadence actuellement, d'ailleurs. Même des fois dans des interviews, j'ai écouté je ne sais plus quelle interview d'un chanteur et il remettait de la musique au-dessus. En fait, tu essayes d'écouter le chanteur, mais non, tu as de la musique, c'est infernal, quoi. Tu te dis, non, mais je veux juste écouter ce qu'il me raconte. Pas besoin d'aller rajouter dans l'interview de la musique. Mais bon. Et Jean, tu as été chercher un livre, tu avais quelque chose à lire, alors j'ai vu que tu t'étais élevé, que tu avais été chercher un livre. Non, je me suis levé simplement pour des questions d'éclairage. Ah, d'accord. J'ai des livres sur la table, mais ce sont des livres de Pierre Ado. Et quand vous avez évoqué tout à l'heure
la psychothérapie, demander s'il y avait un lien. Oui, voilà. Alors, j'ai remarqué que dans le livre que tu nous as signalé, La philosophie comme éducation des adultes, il y a un chapitre intitulé Philosophie antique et psychothérapie moderne. C'est page 291. Oui, exact. Il évoque, hein, mais il ne dit pas grand-chose en fait. Non. Enfin, il évoque ça, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Voilà, mais merci Jean. Merci Jean. C'est vrai qu'on ne te voyait plus. À un moment, tu étais dans le noir total. Je dis. Il y avait plus d'éclairage. Des questions d'éclairage. Je dis, ouais, il disparaît, il est en train de manger tranquillement en nous écoutant. Bon, les amis, là, on arrive au bout. Je propose je vais arrêter l'enregistrement. Hein, je vais l'arrêter là. Et puis après, on reste juste 2 minutes ensemble pour savoir pour le 19 mai si on fait quelque chose ou pas. D'accord? Ok. Alors, je vous dis au revoir. J'arrête l'enregistrement, mais on reste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le 19 mai?